ces stations AFP réglées n'a pas parlé. Mais dans là, je suis comme vous, je suis un invité. Convaincu de vie, organisé ou que de invité. 2017 là, vous me faites que man. Que pour AFP vous présenter candidature, vous me le dites, vous me le soutenir, vous me le financer. Voilà, Moustapha Niasse, leader de l'AFP, votre parti où vous avez milité pendant très longtemps, que vous avez quitté. Aujourd'hui, vous revoyez ces images, vous fêtez votre première année d'existence. Quel est votre sentiment? Et pour ma part, je préfère oublier ces images. J'ai fait 16 ans avec le président Moustapha Niasse et avec mon ancien parti. Je pense que je dois me mettre sur les hauteurs, non seulement oublier ces images qui sont des images très négatives, mais penser à tout ce que nous avons fait de bénéfique pour le pays. Puisque pendant ces 16 ans, nous avons pu ensemble, et derrière le président Niasse, construire une grande partie de ce que nous avons pu faire ensemble de 1999 à 2015. Donc je préfère garder ces images positives. Mais je vais vous couper, parce qu'il y a deux axes importants. C'est cette sortie du président Moustapha Niasse, également votre démission du gouvernement de Macky Sall. Oui, mais vous savez... C'est des axes importants dans votre Oui, c'est carrière. important, mais vous savez, un gouvernement, quand on est dans un gouvernement et qu'on pense que les actions du gouvernement sont incompatibles avec votre vision du pays, je pense que la meilleure manière de faire, si on est un patriote, si on est un démocrate, c'est de quitter ce gouvernement, ce que j'ai fait en toute responsabilité, en son temps. L'AFP ne vous manque pas aujourd'hui, c'est du l'AFP, passé, c'est oublié, c'est enterré. Non, je n'ai aucun problème avec mes amis, mes parents. L'AFP, c'est en partie aussi ma famille. Vous savez, moi je suis arrivé à l'AFP tout à fait à ses débuts, j'ai été encadré par des hommes exceptionnels et des femmes exceptionnelles. Je crois que c'est en partie ma famille. Et je considère que ces histoires que vous venez de montrer, ces problèmes que vous venez d'évoquer et que vous venez de montrer, je crois que ça revêt un caractère historique, c'est vrai, mais pour moi, je crois que c'est une partie aussi de notre destin politique et c'est aussi la vie d'un homme politique. Je crois que de moments à autres, il y a des moments de turbulence, n'est-ce pas, qui caractérisent la vie d'un homme politique et je pense que c'est dans ce sens-là que je voudrais mettre ces images-là, mais je garde quand même de grands souvenirs très positifs de mon vécu à l'Alliance des forces de progrès. Et je voudrais profiter de l'occasion pour les saluer. Et je pense que c'est la vie politique qui est comme ça. C'est une page qui est tournée. Le plus important, nous nous mettons sur les hauteurs. Et dans ma carrière politique, dans ma vie, je pense que c'est un sacerdoce que de servir le Sénégal. Et c'est vers ça que je me tourne. C'est le service des intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Du peuple sénégalais. Alors, je rappelle le prétexte, c'est l'année d'anniversaire du grand parti. 1 an d'existence, 1 an de présidence. C'est quoi la comparaison avec votre passé politique? Il est facile de gérer un parti d'opposition dans ce Sénégal, dans ce contexte. Comment ça se passe? En tout cas, je dois dire que c'est très difficile de gérer un parti politique, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Parce que la gestion d'un parti politique requiert quand même des compétences, mais également une expérience de la gestion des hommes. Et cela est extrêmement difficile. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, avec cette année d'existence du grand parti, c'est un énorme sentiment de satisfaction, de fierté et de reconnaissance envers le peuple sénégalais qui m'habite aujourd'hui. Et je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui nous ont accompagnés par leur confiance, par leur conseil, mais également par leur sens patriotique et leur engagement déterminé à soutenir notre action politique de tous les jours. Alors, je vais vous poser une question, elle n'est pas fortuite. Quelle est l'envergure du grand parti? Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on soupçonne les politiciens de créer des partis juste pour exister officiellement, mais que dans la pratique, il n'existe pas. Quelle est l'envergure du grand parti après 1 année d'existence? Mais vous savez, aujourd'hui, le grand parti, je pense que personne ne peut nier que le grand parti fait partie des grands partis du Sénégal. Et je pense que depuis que le grand parti est né, nous avons montré sur le terrain, à travers les tournées que j'ai pu effectuer dans l'ensemble des départements du Sénégal, que le grand parti est un parti qui a une dimension nationale. J'ai également effectué des tournées au niveau de la diaspora. Je voudrais profiter de l'occasion d'ailleurs pour remercier mes parents de la diaspora. Après avoir fait pratiquement le tour du pays, après avoir visité les hameaux les plus reculés de notre pays, j'ai pu constater avec force et pertinence combien nos militants sont engagés, combien ils sont déterminés, combien ils sont mobilisés pour faire du Sénégal un pays enfin développé. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Maintenant, la taille d'un parti politique, son poids, bien évidemment, se mesurera à long des élections. Et on verra, ce qui est sûr, par la grâce de Dieu et sa magnanimité, le grand parti participera à toutes les gestions électorales et nous pensons pouvoir jouer notre rôle au service exclusif des intérêts du Sénégal. Voilà pourquoi je me faisais comprendre avant d'en arriver là.
Justement, par rapport à ces consultations, je veux parler du Haut Conseil des collectivités territoriales. Vous faites partie de ceux qui ont estimé nécessaire de boycotter. Alors, la réplique des politiciens, c'est que ceux qui ont fait cette option ont la peur bleue de ne pas se faire écraser parce que pas bien représentés. Non, en fait, ça ne peut pas concerner les grands partis parce que vous savez que nous venons de célébrer 1 an d'existence de notre parti. Et vous savez que ces élections pour le Haut Conseil des collectivités territoriales concernent principalement la question des élections locales de 2014. Et cela précède la naissance du grand parti. Donc, ce n'est pas une question de peur. Mais aujourd'hui, je peux dire et certifier sur le terrain que nous avons énormément de conseils. Et je pense que ces conseillers, ce sont des démissionnaires de partis politiques divers. Et que ce soit de mon ancien parti ou d'autres partis politiques qui sont venus rejoindre le grand parti. Mais dans tous les cas, donc cette peur-là ne pas concerner le grand parti. Mais le fait de boycotter le Haut Conseil ne découle pas d'une volonté de gagner ou de perdre. Ça découle de notre détermination à lutter contre la dilapidation des deniers publics. Vous savez que l'un des axes majeurs des assises nationales, c'était la réduction du train de vie de l'État. Vous savez que nous sommes dans un pays pauvre, où dans tous les domaines croisés, développement économique et social, les Sénégalais souffrent. Les paysans souffrent, les travailleurs souffrent, les étudiants souffrent. Dans quelque domaine que ce soit, les Sénégalais sont fatigués. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vivant dans l'extrême pauvreté et la précarité, nous ne pouvons pas considérer que l'État puisse amplifier et à suffisance. Vous pensez que c'est une institution diversive? Mais c'est une institution de trop. Budgétivore un peu, qui n'a aucune utilité. Mais je ne parle même pas de l'utilité. C'est que le Sénégal n'a pas les moyens d'avoir une Assemblée nationale, d'avoir un Conseil économique et social environnemental et d'avoir un Haut Conseil des collectivités territoriales de 150 membres. Vous savez, nous n'avons pas ces moyens. Je pense que l'un des substrats de la volonté populaire fortement exprimée par les assises nationales, c'était de tout faire pour ne ménager aucun effort afin qu'on réduise de manière substantielle le train de vie de l'État pour alléger les difficultés des populations. Et aujourd'hui, en mettant en place cette institution, parce que vous savez, quand on mettait en place le Conseil économique et environnemental, on dirait que c'est une institution qui n'avait pas un grand budget. Aujourd'hui, le Conseil économique et social environnemental est à presque 9 milliards, 10 milliards. L'Assemblée nationale est à 16 milliards. Le Haut Conseil, qui va être la deuxième institution du pays, personne ne peut imaginer qu'il puisse avoir un budget en dessous du budget du Conseil économique, social, environnemental. Donc, il va certainement avoir un budget de 10 à 12 milliards. Mais tout cet argent-là pouvait servir à faire autre chose. Vous savez que le Sénégal est un pays pauvre. Tous les indicateurs le montrent et notre économie ne marche pas à suffisance pour assurer aux populations de notre pays le bien-être social auquel ces populations aspirent. C'est la raison pour laquelle les maigres moyens dont le Sénégal dispose, on ne peut pas les consacrer à récompenser ou à gérer une clientèle politique. C'est la raison pour laquelle le grand parti, en partie, a voté contre le référendum et nous ne pouvons pas voter contre le référendum et revenir, encore une fois, postuler à des postes qui vont gréver durablement et qui vont secouer, bien évidemment, l'avenir des futures générations. Puisque vous savez, le Sénégal est un pays pauvre, est un pays super endetté. On ne peut pas continuer, encore une fois, en n'ayant aucune ressource, à décapitaliser notre économie, c'est-à-dire à faire en sorte comme si on produisait moins qu'on a, et cela est inadmissible dans un pays où tout est en jachère. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, nous, accepter de faire financer par le budget de l'État une institution de trop, de 150 membres, et je pense que cela est inadmissible, et cela est contraire et totalement porte-à-faux, non seulement avec l'esprit des assises nationales, mais avec l'esprit des intérêts supérieurs du peuple sénégalais pour lesquels nous nous battons. Et celui du grand parti, certainement. Alors, on va rester sur cette institution. À côté de l'institution elle-même, il y a la personne qui est destinée de l'institution. Il s'agit de Ousmane Tanor Dieng. Alors, certains pensent que c'est l'homme idéal, d'autres estiment qu'on peut voir mieux. Mais vous savez, moi, je ne personnalise jamais le débat politique. Je crois qu'au sein de la classe politique sénégalaise, il est temps quand même qu'on arrête la personnalisation du jeu politique. Nous sommes des hommes politiques. Nous sommes des vecteurs de création d'idées et de projets pour le peuple sénégalais. Le Sénégal ne nous appartient pas, nous les hommes politiques. Donc, je considère qu'il est temps qu'on arrête la personnalisation du jeu politique. Je crois que le jeu politique est un combat d'idées, est un combat de projets. Moi, les combats de personnes ne m'intéressent pas. Aujourd'hui, Ousmane Tanor Dieng, je n'ai aucun problème avec lui, encore moins avec le Parti socialiste. Le Parti socialiste, c'est ma famille. Ousmane Tanor Dieng, c'est mon grand frère, il le restera toujours. Donc, ce n'est pas la personne d'Ousmane Tanor Dieng ou du Parti socialiste qui est posée. Ce qui est posé, c'est l'avenir du Sénégal. Ce qui est posé, c'est notre pays qui ploie sous le joug de la dette. Ce qui est posé... Et vous pensez que le profil du patron de l'institution a une importance? Mais vous savez, ça a certainement une importance. Mais le problème n'est pas le profil du patron de l'institution, encore moins le profil des conseillers. Le problème, c'est le budget du Sénégal. Le problème, c'est les ressources qui vont être dilapidées. Parce que nous considérons
que c'est une institution de trop, une institution budgétivore, une institution qui va encore continuer à grever le budget du peuple sénégalais. Et ce budget-là pouvait servir à autre chose. Vous savez qu'aujourd'hui, dans un pays où, dans tous les secteurs de l'économie, dans tous les secteurs, vous pouvez citer, les gens sont en grève. Et on dit, on avait supprimé le Sénat, pourquoi? Parce qu'il y avait les inondations. Les inondations sont toujours là, à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal. Donc, le Sénégal vit dans des difficultés. Le peuple sénégalais souffre. Et il n'est pas question, et inadmissible, qu'on puisse, à côté du peuple qui souffre, nous sommes des enfants du peuple sénégalais. Nous sommes à côté du peuple et nous nous battons politiquement pour le peuple sénégalais. Nous ne pouvons pas donc considérer que ce peuple qui souffre, ce peuple qui pâtit par rapport à ces difficultés incommensurables du fait des mauvaises politiques publiques, qu'à côté de ce peuple-là, qu'il y ait des politiciens qui sont récompensés parce que justement, on va gérer une clientèle politique pour assurer une survie politique qui ne se justifie pas. Alors, je crois que le Sénégal ne mérite pas cela. Pour le grand parti, il est clair que demain, si par la grâce de Dieu et sa magnanimité, nous avons le pouvoir de changer ces choses, nous allons réduire non seulement le nombre de députés à l'Assemblée nationale pour le ramener à 120, mais également supprimer le Conseil économique et social environnemental, mais également supprimer ce Haut Conseil des collectivités territoriales. Alors, vous avez fait un dessin extrêmement noir sur globalement l'économie. Vous êtes docteur en économie, mais sénégalaisement, quand vous portez la casquette du citoyen, hein, tout n'est pas noir. Qu'est-ce qui pourrait être bon ou qu'est-ce qui est extrêmement catastrophique? Mais vous avez parfaitement raison, tout n'est pas noir, tout est très noir. Mais vous avez parfaitement raison. Tout n'est pas noir, tout est extrêmement noir. Mais qu'est-ce qui est blanc dans ce pays? Qu'est-ce qui marche dans ce pays? Dites-le-moi. Dites-moi dans quel secteur? Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation. Dites-moi un secteur où les Sénégalais peuvent dire leur satisfaction. Il n'y en a pas un. Vous savez que la conséquence de la politique économique, mais c'est assurer le bien-être social des populations. Est-ce que vous pensez que le PSE assure le bien-être des populations du Sénégal? Mais non. Allez dans la rue. Vous me dites en tant que Sénégalais, mais bien évidemment, mon témoignage est implacable quant au désarroi qui secoue le peuple sénégalais face aux mauvaises politiques publiques. Vous me dites en tant que docteur en économie, mais c'est incroyable. Nous n'avons pas de politique de développement, nous n'avons pas de politique économique. Le PSE il contient en son sein quelque chose de positif peut-être. Mais vous savez, le PSE, oui. Tout le monde sait que le PSE n'est pas un programme de développement. Tout le monde sait que le PSE n'amènera ni l'émergence au Sénégal, encore moins le développement. Le PSE est une constellation de projets et qui va grever durablement le niveau d'endettement du Sénégal. Et vous savez que le PSE ne réglera ni le bien-être social des populations, ni le degré et le taux d'employabilité de notre économie, encore moins ne réglera pas les desiderata qui vont permettre à notre pays de quitter la précarité et la pauvreté. Cela est clair, c'est une constante. Depuis 3 ans qu'on applique le programme d'action prioritaire du PSE. C'était 9 685 milliards qui devaient être mobilisés. Où est cet argent? Dans quel secteur cet argent a été investi? Alors, aujourd'hui, le taux d'endettement, de ratio du PIB par rapport au temps d'endettement du Sénégal, le ratio de l'endettement par rapport au PIB du Sénégal, aujourd'hui est à presque 60%. Je me rappelle déjà, il y a quelques années, en 2013, quand le président de la République disait qu'à 30%, le taux était excessif. Aujourd'hui, le FMI recommande aux différents États de s'arrêter au maximum à 60%, bien qu'au niveau de l'UEMOA, les critères de convergence dépassent les 70%, mais ce qui demeure constant, c'est qu'avec ce niveau d'endettement, nous sommes en train de secouer durablement et de menacer durablement l'avenir des futures générations. Le Sénégal ne peut pas continuer à s'endetter juste pour faire des ponts. Le Sénégal ne peut pas s'endetter juste pour faire quelques gadgets. Le Sénégal doit s'endetter pour permettre à sa jeunesse d'avoir des lueurs d'espoir et de considération par rapport aux perspectives qu'il faut donner à notre économie. Et l'économie de développement, c'est celle qui amène le bien-être social. Cette croissance qui doit amener le développement et lutter contre la pauvreté, c'est cette croissance qui a un substrat de base et qui agrège un peu le phénomène du développement économique et social. Et un développement économique et social passe par une économie qui crée des revenus et de la richesse. Et le PSE ne crée aucune richesse au Sénégal. Depuis qu'on a commencé à appliquer le PSE, le Sénégalais est devenu encore plus pauvre. Alors c'est pourquoi un PSE, un plan qui n'amène pas la richesse, qui n'amène pas de revenus au peuple sénégalais, mais c'est un plan qui est voué à l'échec. Donc le gouvernement a intérêt à corriger le PSE dans sa dimension humaine, dans l'appropriation de l'employabilité de l'économie pour permettre à la jeunesse sénégalaise, pour permettre au peuple sénégalais d'avoir des revenus. On est rattrapé par le temps et